Salut, moi c'est Steph. Et toi ? T'es sur Radio Jab, le podcast qui t'aide à construire ta confiance. Chez Jab, on accompagne chaque jour des centaines d'entrepreneurs à faire de la vente de haut niveau. Et à ce micro, je vais te partager ce qu'on a appris en chemin pour que toi aussi tu deviennes meilleur, quel que soit ton terrain de jeu. Radio Jab, c'est 3 émissions. Jab Stories, avec des invités qui t'inspirent à voir plus grand. Jab Talks, pour monter ton niveau de confiance, en tandem avec mon acolyte et coach Sarah. Et Jab Insights, pour te mettre en action. Alors, t'es prêt à te challenger ? Bonne écoute. Tu l'as peut-être remarqué, dans Radio Jab, il y a radio. Et ça veut dire qu'on pense que les auditeurs font aussi partie du show. Du coup, on t'a créé une messagerie, la Hotline Jab. T'appelles le 07 80 97 62 35 et tu viens nous laisser ton message pour nous challenger ou nous poser tes questions. C'est promis, on les diffuse dans la prochaine émission. Dans cet épisode de Radio Jab sur les déclics, je te présente Jean-Baptiste, le cofondateur de Flowlity. Pour Jean-Baptiste, l'aventure entrepreneuriale, c'est de se confronter à la différence pour en faire sa force. Entre l'accompagnement Wilco et Jab, il a été servi. Une série de déclics qu'il nous raconte au micro. Bonne écoute. Alright. Deuxième enregistrement des déclics. En face de moi, j'ai Sarah. Salut. Et j'ai JB, Jean-Baptiste. Salut. Ravi de vous recevoir pour ce deuxième épisode. Et puis avant de se plonger dans le bain et de parler un petit peu des déclics, on va te présenter, Jean-Baptiste. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui sont tes clients et pourquoi ils t'achètent ? Waouh, ok, pas de pression pour commencer. donc Jean-Baptiste, je suis président et cofondateur de Flowlity. Et Flowlity, c'est une start-up d'une vingtaine de personnes qui fait un logiciel, qui édite un logiciel de planification pour les entreprises, planification de la chaîne d'approvisionnement pour les aider à savoir combien elles vont vendre, combien elles vont consommer et quel stock garder, en fait, en fonction pour essayer de minimiser les ruptures et les surstocks. Voilà, ce qui est un peu d'actualité en ce moment et ce qu'on essaye de résoudre. Donc c'est notre sujet. Excellent, Sarah. Peut-être que tu vas te représenter si quelqu'un écoute cet épisode et qu'il ne te connaît pas. Oui, donc déjà. Moi c'est Sarah et l'entreprise c'est Jab. Et donc moi j'aide des gens comme JB et comme tous nos clients à faire de la vente une force parce que souvent c'est un peu une faiblesse. Donc ça passe par plein de choses, de l'attitude, de l'état d'esprit, mais aussi des skills solides, des fondamentaux. Et tout ça, on l'entraîne. Et puis, on fait des champions, quoi. Oui, tu découvres qu'il y a des jingles. Alors, on est ici dans cette série spéciale avec Wilco pour parler des déclics entrepreneuriaux. Déjà, c'est quoi un déclic ? Quand je vous dis le mot comme ça vous fait penser à quoi ? Comment vous définiriez un déclic ? C'est le wow moment, le moment où il y a une nouvelle idée, une nouvelle perspective sur un nouveau sujet, je dirais. Enfin, je sais pas. Moi, c'est le moment où ça fait des plombes et des plombes que tu t'entraînes sur un truc que t'arrives pas, tu trouves pas la solution. Là, tu vas te doucher et d'un coup, boum, t'as la solution. Tu vois ? Ouais. C'est le moment où tu t'attends pas en fait et où t'es même pas en train d'essayer et d'un coup, eureka. Et d'ailleurs, je pense que c'est intéressant par rapport au déclic et par rapport à la création d'entreprise. Je pense que d'ailleurs la création d'entreprise, c'est pas juste une idée sous la douche, c'est une somme de plein de déclics qui font que au final tu arrives à faire un truc à peu près viable. Et c'est pas juste une idée sous la douche. Voilà, c'est pas un seul déclic, c'est une somme de déclics. Ouais. Je pense c'est un peu important. Parce que ça peut être sous la douche, ça peut être dans ton salon, ça peut être chez Jab d'ailleurs. Exact. Voilà, il faut des déclics un peu partout, sinon c'est pas intéressant. C'est clair. Et oui, je pense que elle est intéressante la notion de répétition dans les déclics, parce que c'est pas genre un déclic où d'un coup j'ai découvert la vie. C'est plein de déclics et notamment en coaching, ça s'appelle une percée. Souvent, quand on est dans du coaching, on va progresser un petit peu, mais parfois on atteint un peu des plateaux. Et d'un coup, on a une percée, donc on va avoir une progression, on va dire, très forte d'un coup. Et puis après, on va retourner sur peut-être un petit plateau ou en tout cas une pente douce qui croît tranquillement et ensuite réavoir une percée. Et alors ces percées, c'est un peu ce qu'on va examiner ensemble dans cet épisode. Mais avant de parler de ça, j'aimerais bien parler un peu de votre rencontre. Est-ce qu'on peut dire que la rencontre de Jab, ça a été un premier déclic ? Ou un déclic ? Ça a été une expérience en tout cas. Ça a été une expérience. Racontez-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé ? Vas-y. Moi, je raconte ? C'est plus marrant dans ton côté. Ouais. Ouais, ok. Et parle bien dans le micro.
Parce qu'en plus, ça va me surprendre. Ça va me faire un déclic, peut-être. Ouais, en fait, alors pour nous, c'était un moment où on était post-levée de fonds. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, quand tu es une entreprise, avant une levée de fonds, avant que tu communiques sur Crunchbase et quoi que ce soit, tu es une personne lambda sur LinkedIn, tu reçois des fois 2-3 messages. Et en fait, dès que tu publies sur une levée de fonds, voilà, tu reçois tout d'un coup plein de prospections différentes de plein de gens qui veulent t'offrir des services, t'offrir des conseils, t'offrir des machins. Et bon, moi, en temps normal, j'essaie d'écrémer, tu vois, assez rapidement. Ça. Comme tout le monde, quoi. Comme tout le monde. Et ouais, l'antivirus dans ton cerveau, c'est à peu près ça. Et un jour, je reçois un message. Et le message, alors je me rappelle plus exactement ce que c'était, mais c'était un truc genre salut, est-ce que tu as 5 minutes pour qu'on parle sur LinkedIn. Parce que j'avais pas son numéro. Ouais, voilà, et c'est improbable. Ça m'a fait rire. J'ai répondu en mode ouais, pourquoi Et après, évidemment, j'étais voir sur le profil. J'ai vu que c'était des cours de vente. Et ce qui m'a intrigué, ce qui m'a poussé, c'est de me dire ok. En fait, l'approche est tellement bold que j'ai des trucs à apprendre dedans. Et donc après, j'ai pas mal testé, j'ai pas mal fait le process, j'ai pas mal fait souffrir. Mais c'était assez marrant. Et puis d'ailleurs, le process de vente Jab était aussi pour moi une façon d'apprendre et tu vois, une façon de voir comment vous faisiez. Mais du coup, ouais, c'était ça qui était intriguant, c'est de se dire ok, c'est pas commun. C'est pas commun, et de toute façon, tout ce qui est pas commun ou ce qui est pas bateau comme tout le monde, il y a forcément de la bonne chose, des choses à retirer, il y a une nouvelle approche, des nouvelles idées à acquérir, et c'est ça qui m'a poussé, moi, à continuer ou à faire mon déclic sur Jab au début. Ouais. Trop bien, côté Sarah, du coup. Eh ben, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai, ce qui dit JB, c'est que on voit tout le temps les mêmes types d'approches. Et en fait, aujourd'hui, il y a eu un peu l'approche par la technologie, par le produit et le truc waouh on a un produit waouh, mais ça marche plus tellement. Et maintenant, ce qui compte pour se différencier, c'est plus l'expérience de vente. Et donc, je crois que c'est ça aussi, c'est le démarrage de l'expérience de vente, c'est pas n'importe lequel. Et du coup, tu rentres déjà dans un process où tu sais que il va pas se passer la même chose qu'à chaque fois. Et je pense que nous, c'est un des trucs qu'on essaye de faire aussi, d'avoir un maximum de valeur. D'habitude, on appelle au téléphone, mais quand on n'a pas le numéro, on essaie d'autres choses. Et là, je pense que c'était ça, c'était d'avoir une approche ultra simple et directe et humaine, quoi. Très, très direct. Voilà. Très direct, c'est marrant parce qu'après, toi, t'étais plutôt sympa et tout, et puis après j'ai vu Arthur qui vraiment fait du rentre dedans, tu vois, vraiment en mode c'était marrant, c'était un petit jeu, on jouait ensemble. T'as vu tous les... En fait, c'est ça, c'est que JB, on sentait qu'il voulait tester. Il voulait nous tester sur notre capacité à aller loin. On n'a pas besoin d'aller loin sur tous les prospects parce qu'il y a des gens, ça leur suffit entre guillemets d'avoir un problème à résoudre, ils ont envie de le résoudre, ils vont y aller. Mais JB, moi je sentais que il voulait voir jusqu'où on pouvait aller avec lui, et il était dans le jeu, dans le sens où il y a des gens qui se braquent un peu quand ils sentent que ça va trop loin. On arrive toujours à les récupérer parce que c'est un échange humain et que si on dit je voulais pas aller aussi loin, tout va bien, on récupère. Mais JB, il avait envie de tester le jusqu'au bout de Jab, quoi. Ouais, et puis surtout, en fait, je voulais voir à quel point je pouvais apprendre avec des gens différents. Parce que, moi, personnellement, je suis un ingénieur. J'ai tendance à faire de la vente très technique, très factuelle, très factuelle. Et puis, je suis produit. Et puis je suis pas du genre à jouer trop avec les émotions, à faire du rentre dedans, tout ça. Et je me suis dit que c'était aussi justement exactement la même chose, s'ouvrir de nouvelles perspectives, travailler avec des gens qui sont différents et qui m'amèneraient une perspective différente pour que moi je puisse grandir en tant que personne, en tant que vendeur, et puis en tant que dirigeant. C'était ça qui était intéressant. Et alors moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé après ce travail ensemble. Je suppose que il a été jalonné aussi un peu de challenge, d'épreuves à surmonter. Et comment ça s'est passé après ça? Là je dirais que c'est un peu plus classique. L'expérience Jab au début, c'est sortir de sa zone de confort, prendre son téléphone et puis appeler des gens. Tu l'avais déjà fait?
Non, pas sur cette échelle-là, ou pas des gens où j'avais pas été introduit. Prendre le téléphone, je connais pas, je prends et puis j'appelle, et puis surtout de le faire de façon systématique et répétable. Se prendre les premiers, stresser au début, et puis se prendre les premiers refus, tout ça, apprendre, tout ça, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et c'est bien. C'est bien, et c'est un gros apport de la méthodologie, c'est voilà, de se forcer à se pousser, à se confronter à son client, à parler, à se prendre des gros bâches, à se prendre des personnes désagréables, essayer de les retourner. Et c'est en fait, ça a été aussi un apport non seulement fondamental pour moi, mais aussi une culture qu'on a développée après dans la société. Parce que voilà, du fait que voilà, j'ai quand même eu beaucoup d'opportunités via le cold call, via les gens. Il y a une grosse partie maintenant des opportunités qui se créent, qui se fait aussi via le cold call, et puis avec des méthodes Jab. On est peut-être un peu moins rentre-dedans et agressif que ce que je faisais à l'époque et qu'on a fait au début, mais on a gardé cette idée-là et c'est ça qui est intéressant, on garde le mindset et les fondamentaux, et après chacun met son style. C'est ça. Parce que on a tous des styles différents. Et exactement. Qu'est-ce qui marche pour toi, quoi? Et avec quoi tu vas rester? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire marcher pendant longtemps? Parce que c'est ça le vrai challenge. Et je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais souvent c'est dur de maintenir ça dans la durée. Tu vois, de maintenir cette intensité d'action et de maintenir le niveau de rendez-vous pendant longtemps. Bah, après, bon, moi, en vrai, j'appelle plus maintenant parce que bon, j'ai des personnes qui le font pour moi dans la société, donc c'est sûr que j'ai pas maintenu, mais par contre, la société globalement, on reste beaucoup au téléphone, à essayer d'avoir des gens au téléphone. D'ailleurs, on trouve les limites. Parce que ça marche bien en France, mais maintenant qu'on essaie d'avoir des prospects, des clients à l'étranger, bah, quand tu as un Français qui appelle un Allemand avec son accent français et tout, et c'est pas aussi fluide, pas aussi naturel. Et là, on est en train d'explorer d'autres pistes, mais sur le marché français, ça marche très bien. Et voilà, on a maintenu ça dans la durée et ça continue. Avec des méthodes différentes, c'est plus, je pense, aussi direct qu'auparavant, mais je pense que Qu'est-ce que tu entends par là? Ce que je vois, c'est que la façon dont on le faisait au début, tu vois, à tous les deux avec Jab, c'était très direct, c'était très en mode, mais tu perds de l'argent, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu vas attendre 3 mois de plus pour résoudre ton problème, tout ça, avec des dirigeants des fois quasiment au bord du CAC 40, tu vois, donc des fois c'était au téléphone. Ouais, c'est ça. On faisait un peu ça. Et ça marchait plutôt pas mal. Tout le monde n'est pas confortable avec ça. Et donc, on a développé plutôt une méthodologie un peu plus soft, un peu plus souple. Et où on essaie de trouver le bon compromis entre donner assez d'informations, mettre le produit en avant, et puis en même temps questionner la personne pour avoir le prochain rendez-vous. La méthode a évolué. Mais c'est aussi normal parce qu'il faut la scaler sur beaucoup de monde avec aussi des nouveaux entrants, des personnes, tout le monde, tu vois. C'est un peu l'idée. J'ai une petite question. Est-ce que tu te souviens de ton premier rendez-vous que tu as décroché? Hôtel. Je me souviens du premier gros bâche que j'ai eu. C'était la première fois, je suis désolé. C'est plus remarquable, mais ouais, c'était quelqu'un qui travaillait dans une entreprise. Je crois que c'était Plasticomium au Valeo, une boîte comme ça. Et j'appelle le mec, et donc je fais le script Jab qu'on avait appris. Donc c'était en mode, j'aimerais qu'on se rencontre. Et après, j'ai le sentiment que vous perdez de l'argent. Enfin, moi, j'ai des gens qui perdent de l'argent sur les ruptures de stock ou sur les surstocks. Et le mec me dit, c'est pas mon problème, comme ça, cash. Je fais, mais vous êtes directeur supply chain et vous avez pas ces problèmes-là? Mais si, mais évidemment que j'ai ces problèmes-là, mais j'aime pas du tout votre méthode cavalière. Et après. Il a fallu ramer. Mais en fait, au début, ça c'est normal parce que c'est une méthodologie différente. En fait, t'es surpris, t'as pas les réflexes et tout. Et puis, surtout quand tu te fais rentrer dedans comme ça, t'es un peu bloqué, tu sais plus comment répondre, tu sais pas comment rattraper la situation. Et puis, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus naturel. Ouais. Et ce genre de truc qui arrive à la première journée m'arrivait plus à la fin parce que c'était beaucoup plus naturel. Ouais, après, et puis c'était plus ton style. Et puis c'est voilà. Et se dire
voilà, des fois, tu dis non, mais excusez-moi, moi, je vous appelle, je pense que je peux apporter quelque chose, et puis voilà, tu restes pas bloqué et tu essaies de débloquer la situation. Voilà. Mais j'ai jamais rattrapé ce prospect, mais j'en ai gagné plein d'autres. Tu pourrais, si on le faisait je resterai maintenant, il a oublié, c'est sûr. Ce serait mythique de le faire maintenant. Et si on prenait vraiment le téléphone? Non. On va le faire après le record. Et d'ailleurs, il faut que je me rentraîne parce que, comme je te disais, j'ai dû pas passer de call depuis 1 an, donc il faudrait que je déroule la machine. Est-ce une bonne chose? Je parle beaucoup à mes clients, mais je fais plus de call premier rendez-vous. Je crois qu'il y a quand même une petite. Il y a une il faudrait que je ressorte de ma zone de confort. Hygiène commerciale. On va faire ça. Je sens qu'on va me revendre une formation. Sarah, ce qui m'intéresse de comprendre aussi, c'est on a l'expérience de JB très ancrée dans des souvenirs très forts, très marquants. Et toi, tu as un petit peu plus de recul peut-être par rapport à son parcours et tout le coaching. Ça fait combien de temps que tu as commencé à jabber? Juste pour... C'était il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. 1 an et demi, 2 ans. Donc quand même, voilà, par rapport à ton cul aujourd'hui, est-ce que tu as vu des moments... de déclic au hasard où tu t'es dit là il bascule vers quelque chose, et ce qui est intéressant c'est qu'aussi tu as commencé en cold call et tu le dis aujourd'hui tu gères des gens qui le font. Et donc il y a peut-être aussi des choses à explorer de ce passage de être celui qui exécute à celui qui fait faire. Donc voilà, donc Sarah, moi ma question c'est un peu quel moment charnière t'as vu des changements en gros dans cette expérience? Le premier, c'était la vente, franchement. C'était trop bien ce déclic-là. Dans le sens où, moi, franchement, j'arrivais pas à closer JB parce que j'arrivais pas à aller plus loin. J'arrivais pas à aller aussi loin qu'il attendait. Et du coup, je suis allée appeler Arthur, parce que Arthur, il sait faire. Et Arthur, il a plus ce tempérament et cette personnalité où il peut aller chercher les gens dans leur retranchement, en fait. Là où c'est plus dur d'aller en général, et dans les émotions et tout ça. Et tu dis, ça m'intrigue quand tu dis que t'arrivais pas à aller plus loin, ça veut dire quoi? J'avais une sorte de timidité, je sais pas, peut-être. D'accord. Je sais pas, en fait, j'étais pas sûre de savoir ce qu'il attendait aussi. Je pense que, comme la conversation, elle était bien, mais il manquait un truc et je savais pas quoi. Il manquait de la conviction, je pense pas. En fait, à ce moment-là, c'était l'époque où on pouvait actionner pas mal de leviers. Voilà. On pouvait actionner du contenu, de l'aide sur le marketing, parce que en gros, j'étais tout seul, il y avait tout à construire. Et il y avait pas mal de leviers à actionner. Quel levier actionner en premier? C'était vraiment la bonne question. Et j'avais pas forcément la réponse à ce moment-là. Je considérais plein d'hypothèses. Et la vente t'a gagné. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette expérience, c'est que tu peux pas être au top de ta qualité de vendeur tout le temps, sur toutes les ventes. Faut accepter que parfois, il y a des trucs que t'as pas vu, quoi. Il y a des trucs que t'as pas vu et qui pourraient justement provoquer un déclic. D'habitude, tu le provoques le déclic parce que tu fais des ventes, t'y arrives. Et c'est ça aussi, une vente, c'est un déclic. Et là, en l'occurrence, j'arrivais pas à le trouver. Je suis allée chercher Arthur. Et c'était marrant à voir. Franchement, c'était exceptionnel, cette vente, parce que JB, il fightait, ouais, mais je peux tout faire, je peux faire ça, je peux truc. Et Arthur, il était là, mais mec, tu vas rater ta vie. T'es un tocard et tout. Il était hyper hard. Et lui, ça le faisait trop marrer. C'était énorme, cette vente. C'était génial. Tu as mérité le double jingle. Attention dans ce que je dis. Arthur, il ferait pas ça avec n'importe qui. Bien sûr. Il a fait ça parce qu'il sentait qu'il pouvait le faire avec JB et il y avait de la confiance entre les deux. Ouais, c'était... on sentait que c'était quand même... Voilà, c'était un petit jeu, tu vois. C'était c'était ultra bienveillant. Mais c'était assez marrant quand même. Ouais. C'était très rentre dedans, c'était très marrant. Et en fait, c'est ça qui m'a convaincu un petit peu. C'est de me dire, ok, je sais que ça sera de l'argent bien investi parce que je vais me confronter justement à des personnes qui sont différentes de moi, qui sont différentes de ma façon de penser. Et ça peut être qu'une plus-value dans ma capacité à vendre, ma capacité à positionner le produit. Aussi, même juste sur le discours, la façon de vendre, la façon de présenter les choses, tout ce qu'on a fait en termes de structuration du discours, retour sur la valeur et tout. Voilà, et puis après, transmettre aux autres, recruter les bonnes personnes. Il y a eu quand même toute une évolution, quoi.
les premiers commerciaux de Flolity sont aussi passés par Jab et tout, donc voilà, c'est... Voilà le déclic. Alors, le déclic le plus marquant, après, il y en a eu plein d'autres, mais il y en a eu plein d'autres, après, je dirais avec JB, l'histoire qui est marquante, c'est l'histoire de la vente, quoi. Oui, c'est intéressant, je trouve, et je suppose que ça se traduit dans tout le reste de l'accompagnement, mais j'ai l'impression que la vente, la façon dont la vente se passe va beaucoup conditionner, peut-être un peu fort, mais en tout cas va être hyper influente sur comment on travaille ensuite ensemble, comment on se coach. C'est vrai. Et votre vente, elle a été hyper forte et hyper intense, quoi. Et en fait, on voit aujourd'hui, l'équipe grandit, ça continue sur les recrutements. C'est quoi les challenges commerciaux auxquels tu fais face aujourd'hui ? Mon challenge principal, on est sur un marché vraiment porteur où il y a beaucoup d'opportunités. On est sur un marché compliqué où le cycle de vente est très long. On est sur, nous, de la vente vraiment enterprise. C'est des cycles de vente 12-18 mois. Vente consensuelle, un enfer, faut convaincre plein de monde, faut prouver la valeur. Et mon gros challenge, c'est ça, c'est d'accélérer le cycle de vente. Je pense que au niveau de susciter l'intérêt, prouver de la valeur, on a zéro souci, on a plein d'opportunités. Validé. C'est validé. Par contre, pour bouger les process des grosses entreprises, pas rentrer dans leur process d'achat, créer l'urgence, ça c'est le challenge principal, ouais. C'est le challenge principal. Et c'est un challenge. Bouger les gens. Ouais, faire bouger les gens. Et c'est un challenge inhérent au secteur qu'on adresse. D'ailleurs, qu'on essaie un peu de mitiger en faisant aussi des plus petites boîtes, parce que c'est beaucoup plus rapide et le cycle de décision est plus rapide. Et les méthodes Jab, d'ailleurs, marchent probablement mieux, parce que quand on est sur de la vente consensuelle grand groupe, il y a plein de choses qui dépendent pas de toi, en fait. Il y a plein de choses qui dépendent pas de toi. C'est très politique. Il y a des personnes qui ont des intérêts contraires pour X ou Y raison, qui dépendent pas de ton produit ou qui dépendent pas de ta vente. Donc c'est ça le challenge principal, ouais, sur notre secteur. Après, il y a plein de mécanismes. Il y a plein de mécanismes qui t'accélèrent quand même. T'es plus rapide, je pense, sur ce type de vente que quelqu'un qui aurait pas. J'allais dire pourquoi ouais, c'est ça. Pourquoi tu penses que Jab est ton allié dans ces challenges ? Qu'est-ce que fait la différence ? Rien que déjà au début sur la création de l'opportunité, sur susciter l'intérêt, sur les premiers rendez-vous et tout. Je pense que Jab a beaucoup apporté et d'autres éléments, mais Jab a aussi apporté sa brique dans le discours commercial en passant d'une vente technico-technique, entre guillemets, très factuelle, zone de confort, je monte le produit, je monte les slides, à quelque chose de plus porté sur la valeur, comprendre les enjeux et avancer. Et ça nous permet d'avoir un taux de conversion, je pense, assez élevé et plus élevé que ce qu'on aurait pu faire dans un premier temps. Donc là-dessus, c'est clair. Et après, il y a tout le sujet de la vente enterprise avec les différents cycles, les cycles de vente, comment on fait avancer, comment on pousse les trucs et machin, et le truc politique et faire son réseautage et tout. Du coup, mais ça j'ai toujours dit à l'époque, Jab, je pourrais couper l'enregistrement, que c'était un point d'amélioration sur le programme parce que à l'époque le programme était très centré sur small enterprise. Ouais. Et c'était en mode tu vois le décideur, tu lui mets, en gros tu lui expliques, tu expliques la vie, tu expliques comment tu vas changer sa vie et tu closes. Sur les grosses entreprises de process enterprise où il y a tout un process avec de la vente consensuelle, comment tu fais en sorte que sur ta vente d'entreprise tu arrives à clear les steps pour avancer plus vite. Ça c'était pas forcément dans le cadre du programme à l'époque. C'est vrai qu'on bossait avec moins de boîtes qui faisaient de l'enterprise, maintenant plus. Et en fait il y avait quand même des espèces de croisements. Enfin là moi je bosse avec Metroscope qui est une boîte d'EDF, donc tu bosses avec des centrales nucléaires, donc en termes de... Oui, ça doit être compliqué. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de quand même garder ton process de vente comme si c'était une small enterprise sur du big, avec en tête que t'es pas toujours avec le décideur, donc que ton objectif il doit changer une fois de temps en temps. De découper en petits objectifs. Exactement. Et du coup, c'est ça qui change par rapport à avant et qu'on a quand même vu et vécu maintenant, c'est que
faut essayer d'accélérer au max, toujours essayer d'avoir le décideur, ça c'est un truc qui varie pas. Le challenger sur des problématiques business et pas trop rentrer dans la technique non plus, mais arriver à quand même avoir ces champions, tu vois, et faire bouger le truc, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, moi, à une expérience structurante que j'ai eue en même temps que je faisais la formation de Jab. À l'époque, on avait un gros cycle de vente avec Airbus, on avait super bien avancé et tout. On devait signer un pilote, mais quasiment 50 gars, ce qui était vraiment important pour nous à l'époque, sur un vrai pilote structurant avec une grosse boîte. Décideur validé, on était début décembre. Le mec des achats est parti en vacances. Au départ, je me disais, tu vois, le champion te dit oui, t'inquiète, c'est validé, j'ai avec le boss, machin, tout ça. Il est parti, on n'a pas signé le PO à la fin de l'année. On n'a pas eu le budget sur l'année, c'était quoi, 2019 ou pas. 2020, plus de budget. Enfin, pas de budget. Il y a un énorme sujet de timing toujours sur ces grosses boîtes. Et là, mais ça résonnait en parallèle avec la formation, parce que tu te dis, je l'ai pas assez bougé. Est-ce que j'aurais pas pu faire plus ? Est-ce que j'aurais pas pu aller les harceler un peu plus pour que le truc soit signé à l'heure actuelle ? Et gros learning sur ce sujet-là. Faut jamais remettre en main. Faut jamais remettre au lendemain ce que tu peux signer le jour même. Très beau dicton. Et ouais, donc du coup, il faut pas être trop gentil, quoi. Faut pas être trop gentil dans la vente. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'il faut choisir un petit peu parfois entre être apprécié et être respecté. Ouais. Et parfois, on aimerait les deux tout le temps, évidemment. Et parfois, faut choisir, en fait. Ouais, carrément. Est-ce que t'es pro ou est-ce que t'es sympa ? C'est clair. Et c'est dur de faire ce choix-là, mais parfois, c'est trop important. Et si tu fais le choix d'être sympa, sorry for you, mais it doesn't get you cash, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'était, je pense... Ça paye pas tes employés, quoi. Une grosse expérience structurante au moment où j'ai fait Jab, ouais. Donc, pour l'enterprise, la philosophie s'applique toujours. La méthode est compliquée parce qu'en fait, faut activer plein de trucs et voilà, tu sais que c'est pas parce que ton champion t'a dit oui que il faut que tu ailles les achats, les machins, le legal qui est signé le truc et tout ça, faut que ça soit fait le 31 décembre ou avant le 31 décembre parce que sinon le gars est en vacances. Sinon t'as plus de budget, t'as plus rien. Oui. Et ça t'apprends au fur et à mesure, mais la philosophie c'est faut créer de l'urgence, de la nécessité, faut faire en sorte que les trucs avancent le plus rapidement possible, faut pas laisser les traîner. Et c'est pas facile dans l'entreprise, c'est pas facile. Un petit mot de la fin pour clore ce premier chapitre. Un conseil pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Faites Jab, c'est ça. Non, en fait, je pensais à la lumière justement de ces apprentissages que tu as dit parfois, et très souvent, on apprend vraiment quand on est dans le dur et on a une expérience difficile. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire pour faciliter un peu la route aux gens qui nous écoutent ? Ça rime. En fait, créer sa boîte, être entrepreneur, il n'y a pas de mystère, c'est une affaire de résilience. C'est tous les jours pousser sa pierre, son fardeau, et en fait, il y a une espèce de momentum qui se crée, parce que plus on pousse, plus c'est facile de pousser, plus il y a des gens qui viennent, qui se joignent au projet, et tout ça, et voilà, c'est toujours plus facile. Je pense que c'est une grosse partie de la clé du succès. C'est vraiment la capacité à pousser tous les jours, à jamais baisser les bras, être résilient. Et oui, franchement, c'est difficile de créer une boîte. Il y a des hauts, des bas, mais être résilient, c'est la clé du succès. Et plus ça va, plus c'est facile, parce que plus tu as de l'énergie cinétique en fait, qui fait que ton truc avance tout seul sans que tu aies moins d'efforts à mettre. Waouh, l'ingénieur. Voilà. Désolé, encore. Magnifique métaphore. Un petit mot de la fin, Sarah. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager ? Je suis assez d'accord, et je pense qu'il y a aussi cette idée d'entraînement là-dedans. C'est comme du muscle en fait. Ta résilience, c'est comme un muscle. C'est plus tu fais le choix de pas arrêter, plus c'est facile de faire ce choix à chaque fois. Ouais, clairement. Et comme quand tu veux faire des pompes, au début, tu n'arrives pas à en faire une, comme moi. Et après, tu arrives à en faire 2, et après 3, et après 10, et c'est tout. Mais faut pas se laisser. Peut-être 100 un jour. Et d'avoir en tête que c'est un muscle et que ça se développe au fur et à mesure qu'on s'entraîne, c'est assez rassurant. Right.
Merci, guys. Merci. Steph. Alors moi j'étais là au début aussi, mais je change de place et on me donne le micro. Yes. Et qu'est-ce que tu vas en faire ? Déjà, on va te demander peut-être de te présenter. Ouais, ça marche. Qui es-tu ? Donc moi c'est Oussama, donc je suis responsable de l'accélérateur de start-up de Wilco sur la verticale industrie. Et donc j'ai eu la chance d'accompagner JB et son équipe depuis, je dirais, 1 an et demi maintenant. 1 an et demi. Donc, on va revenir un petit peu sur cette trajectoire. Avant ça, une petite question pour poser un petit peu plus le cadre de ton entreprise, pas ça que je voulais dire, de ton aventure JB entrepreneuriale au sens plus large. Donc, on a fait un focus un peu vente avec Sarah et maintenant, ce qu'on va aller regarder dans cette partie, c'est plus comment tu as décidé d'entreprendre et puis sur le chemin, comment tu as rencontré Wilco. Comment j'ai décidé d'entreprendre ? Alors, faut savoir que, déjà, je viens d'un milieu plutôt populaire où l'entrepreneuriat n'est pas du tout quelque chose de courant et de commun. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai été faire travailler dans différentes entreprises en tant que salarié. J'ai senti que j'étais déjà un peu dans un mode d'entrepreneur interne, parce que j'essaie beaucoup de faire bouger les choses, des fois de façon pas très politique, mais voilà, j'avais toujours un peu cette âme d'entrepreneur, et surtout j'en avais l'envie, mais vu que c'était pas dans mon milieu et tout, j'ai eu du mal à franchir le pas, et puis au bout d'un moment, en fait, donc j'ai fait ma carrière. Au début, j'ai été travailler chez Quinty, qui a été racheté par Dassault Systèmes. Je suis devenu manager d'une équipe, d'un produit chez Dassault Systèmes. Très cool. J'ai fait ça pendant 2 ans. Après, j'ai voulu travailler pour une startup plus moderne, qui est un Aplan aux US. Et puis, à ce moment-là, paradoxalement, ça se passait très bien. Ça se passait très bien. Et puis, voilà, du coup, je me mène à me poser la question. Ok, next step, c'est quoi pour toi ? C'est de retourner manager. Et ça me faisait pas kiffer, en fait. J'avais pas envie de faire ça de ma carrière. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est le moment. Voilà, t'as rien à perdre. Pose ta dème. Tente quelque chose. Et de toute façon, il y aura que du positif qui sortira de ça, en termes humains et puis en termes de carrière. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai posé ma dème, sans chômage. C'était un peu fou. Waouh. Ouais, non, je suis vraiment. Ça, c'est un déclic. Ouais, de ouf. C'était, voilà. Et puis après, j'ai le hasard, j'ai reçu un mail à ce moment-là d'un programme qui s'appelle Entrepreneur First. Et le principe de ce programme-là, c'était à la fois de t'aider à trouver le bon cofondateur et puis à travailler sur la bonne startup, deep tech et tout. Donc c'était vraiment dans... Oui, parce que ce stade-là, t'as pas d'idée encore. J'ai pas d'idées, j'en ai plein des idées. Voilà. Tu vois, on se comprend, voilà. Mais bon, j'avais plein de pistes. Et donc, je fais ce programme EF, je rencontre Karim, et tout de suite, ça match. Et puis, voilà, on commence à travailler ensemble, et puis après, l'aventure se lance. Et puis après, au fur et à mesure de l'avancée de la société, on rencontre de plus en plus de gens, et puis après, on tombe sur Wilco. Et puis Wilco, c'est une belle opportunité pour les startups en région parisienne quand même. C'est la possibilité d'avoir un financement sous forme de prêt, c'est la possibilité d'avoir du conseil, une accélération sur plein de sujets, conseil sur la boîte, mais aussi sur le commercial et tout. Et du coup, on postule sur l'accélérateur Wilco et puis on est pris donc pour ce programme. Ça c'était il y a 2 ans ou 2 ans et demi, un truc comme ça. Et là, tu rentres en scène. C'est ça. Et là, on rentre en scène. Alors nous, on a rencontré JB et Karim lors d'un pitch. On fait des plénières où ils viennent pitcher chez nous. Ouais. Et alors j'avoue que la première fois, j'avais pas compris. J'avais pas compris ce qu'ils faisaient. Extrêmement intéressant. Vas-y, raconte. Ouais. Alors je pense que j'avais pas fait Wilco encore. J'avais pas fait Jab encore. C'est ça. C'est un peu pas été double accéléré. Voilà. C'est ça. C'est l'ingénieur et le data scientist qui viennent pitcher une boîte avec une expertise métier dans l'industrie et la supply chain. Faut clairement s'accrocher pour comprendre la proposition de valeur. Ouais, et en fait, on est dans un secteur qui parle pas du tout
personnellement, on fait, en fait, ce qu'on fait, c'est la planification de la chaîne d'approvisionnement. C'est le sujet sur lequel on travaille. Dans ton quotidien, ça t'impacte pas beaucoup, tu sais pas trop à quoi c'est lié. À quoi c'est lié. Bon, tu fais que mes livraisons arrivent plus vite, c'est ça? Bah non, tu vois. Même pas. Voilà, non, tu vois. Non, en fait, on aide des entreprises à savoir, à essayer de prédire combien elles vont vendre et à garder en stock la bonne quantité pour pas que tu aies de rupture sur ta chaîne. Typiquement, Parfait. par exemple, rupture de je sais pas, de médicaments ou de machin, on essaie de les réduire. Ou sur stock, sur des produits inutilisés. C'est ça qu'on fait, avec des prévisions et des algorithmes. Yes. Ça, c'est la partie simple sur comment on fait, mais après, quand t'expliques mais pourquoi t'es différent et pourquoi machin, on a tendance à être technico-technique, tu vois, et aller vraiment un truc, et je comprends que... Exactement. Et en fait, ce qui a fait la différence, je dirais, au début, c'est que dans leur approche, la façon de présenter, ils étaient extrêmement carrés. C'est-à-dire que tout était très précis, chaque question avait une réponse qui était en lien avec la question. Il y a des gens qui essayent un peu d'évader parce qu'ils n'ont pas forcément la réponse. Et à la fin, on s'est dit, même si aujourd'hui on a peut-être 50% de l'information qu'on a réussi à comprendre et à gérer, on a le sentiment que ils ont un profil relativement studieux, persévérant. Donc on va les suivre, on va les accompagner. Et donc s'ensuit un financement et des sessions d'accompagnement. J'aimerais revenir sur ces sessions d'accompagnement et un peu comment elles avancent. Mais d'abord, il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, Oussama, qui est la notion de déclic. Elle peut être mise en parallèle avec un peu parfois le saut de la foi. C'est-à-dire la prise de risque où tu te dis, bon, j'ai rien compris à ce que ces gars disent. Est-ce que je décide de les financer ou pas? Et en fait, il y a quand même, tu pourrais dire, bon, j'y vais. Et il y a quand même, je pense... assez de, pas que de l'intuition, mais de critères qui sont validés et qui justement t'ouvrent la possibilité de faire ce saut de la foi et de se dire allez, je prends le pari un peu, je prends le risque et j'y vais. C'est intéressant, je trouve, comme façon de raisonner. Clairement. Bon, après, disons qu'on est plusieurs à décider. Ouais. Et donc moi, à titre personnel, j'ai pas d'expertise particulière sur la supply chain, mais d'autres personnes très intelligentes qui ont l'expérience dans le domaine m'ont un peu aidé et soufflé à l'oreille qu'il y avait quelque chose d'intéressant à creuser sur ce projet. Ouf. Donc bon, ça c'est validé. Ça, c'est validé. On va revenir un petit peu justement sur cet accompagnement. J'aimerais bien savoir pour les auditeurs qui nous écoutent, comment ça se passe une fois que voilà, on a passé cette barrière-là, t'es sélectionné. Combien de temps vous voyez, à quelle fréquence, sur quel sujet vous vous épaulez et comment t'aides justement les entrepreneurs quand souvent ils peuvent se trouver dans des impasses et qu'ils ont besoin de toi pour décliquer. D'accord. Alors, ce qui se passe chez Wilco en 30 secondes, c'est que on sélectionne des batchs de projets, en général une quinzaine, à qui on propose un financement, c'est un petit financement, c'est un prêt d'honneur d'en moyenne 100 000 euros. Ouais. Et ensuite, on va les accompagner, disons, assez intensément durant l'année qui s'ensuit. Et ce qu'on fait, c'est que, alors pour certaines d'entre elles, c'est des parcours qui sont optionnels. On choisit un mentor qui est un entrepreneur, disons, très expérimenté, peut-être de la 2e, 3e génération, qui a un peu de recul. Et une personne de Wilco est affectée sur le projet, et les associés, et on se rencontre, disons, tous les 45 jours, 2 mois, pour faire des sessions de conseil. Ouais. Et l'idée, c'est que c'est pas un rendez-vous de reporting, mais vraiment des sessions où on réfléchit ensemble sur quels sont les problèmes du moment, comment est-ce qu'on peut vous aider à prendre des décisions. Et on va mesurer un peu la performance de nos meetings à est-ce qu'il en découle des décisions. Si oui, tant mieux, ça veut dire qu'on a servi à quelque chose. D'accord. Et c'est bien, vous mesurez par l'action en fait. Exactement, exactement. Et en fait, entre chaque rendez-vous, on regarde, il y avait telle décision à prendre, est-ce qu'elles ont été prises? Et il y a vraiment une slide qui est dédiée à ça. Donc, ça nous permet d'être orientés plutôt sur le résultat. Très bien. Et du coup, avec JB, on a fait appel à un mentor qui s'appelle Sébastien Valogia, qui est un expert, disons, de la supply chain, et du coup, qui connaissait bien le sujet parce qu'il avait déjà vu des projets se lancer là-dedans. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais au début, il disait des boîtes qui sont sur votre sujet, j'en ai déjà vu plein, et a priori, ça marche pas. Et de fil en aiguille, entre chaque meeting, il disait, mais c'est impressionnant ce que vous faites parce que tu reviens avec des nouvelles et disons 10% de plus de conviction chez moi que en fait ça a l'air de fonctionner, quoi. Et au dernier rendez-vous, il a quand même dit qu'il était convaincu que Flowlity allait devenir une grande boîte. Hein. Ouais, exactement. On l'a retourné sur mesure. C'est ça. C'est excellent parce que ça montre, c'est un peu
pour reboucler avec ce que disait Sarah tout à l'heure sur l'entraînement, je trouve que quand tu te confrontes au terrain, tu t'entraînes, tu reviens avec des nouveaux résultats. C'est d'ailleurs aussi une démarche très scientifique en réalité, hypothèse, terrain, etc. Et tu arrives en fait à faire changer ta boîte et faire changer les perspectives des gens. Ouais. Et alors nous, ce qu'on a particulièrement apprécié pendant ces rendez-vous justement avec Flowlity, c'est la persévérance. Je sais qu'on en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais ce qui se passait, c'est que quand on les a sélectionnés, on se disait bon bah un ingénieur, un data scientist, c'est bien, c'est carré, mais est-ce que commercialement ça va le faire? Est-ce que c'est les bonnes personnes sur ce projet? Et en plus de ça, étant donné la durée des cycles de vente, parce qu'ils sont quand même sur des clients enterprise, c'est très long à avoir du résultat. Donc au début, tout le monde se pose la question sur quand est-ce que ça déroule, quoi. Et en fait, au bout de quelques temps, on se rend compte que JB est persévérant, il avance. C'est combien, quelques temps? Je sais pas. Quand est-ce que tu as eu ta première surprise de dire waouh, quand même? On parlait tout à l'heure, on se dit un déclic, c'est un effet waouh. Et quand est-ce que tu as eu ton effet waouh sur Flowlity, ou toi, à titre perso, tu t'es dit là, il m'impressionne? Je dirais que alors je sais pas si je peux donner les noms des clients, mais un industriel dans le verre. Dis le nom, on le coupera au montage peut-être. C'était le fait d'avoir closé Saint-Gobain tout au début. Ouais. Je pense que ça a été le premier marqueur fort pour vous sur la proposition de valeur. Et pour moi, ça a été ça le premier déclic, de dire il y a une grande entreprise qui est la target, il y a une solution qui est à vendre, et il y a un deal qui s'est fait, quoi. Ouais. Souvenir de ce deal? Je sens que t'es renvoyé à tes... Oui, c'est... Quand on parle... Franchement, c'est assez difficile de lancer une société sur le sujet de l'enterprise au tout début. Ça devient de plus en plus facile à la fin, mais au début, quand t'arrives, t'as rien, t'as pas de produit, t'as pas machin. Faut que t'ailles voir des grandes entreprises en leur disant écoute, on a des têtes bien faites, on sait de quoi on parle, faites-nous confiance et puis on va bosser ensemble. Il a fallu brasser des gens avant d'avoir quelqu'un qui nous fait confiance, et puis coup de chance, on tombe sur quelqu'un qui est innovateur chez Saint-Gobain Sécurité qui nous fait confiance, et ça a permis, effectivement, c'est la première pierre de beaucoup de choses, parce que ça nous permet d'avoir Wilco, ça nous permet d'après de faire un premier investissement en seed, et voilà, c'est la première pierre. Et après, et boule de neige et tout. Mais ouais, ça me rappelle des souvenirs. Le nombre de fois où il a fallu justement, c'est pareil, il faut sortir, vraiment les mettre les mains dans le cambouis pour aller chercher ce genre de deal. Le nombre de fois on est allé à Tourotte, sur l'autoroute A1, entre Paris et Lille, au milieu de nulle part, aller prendre un café sur ce seul bar du coin, enfin ce seul bar du coin du village. Avant, tout ça, c'est un certain nombre de souvenirs. C'est intéressant, mais bon, c'est avec eux qu'on a commencé déjà à développer un premier prototype de la solution. Ils ont fait confiance, et puis au fur et à mesure, vraiment effet boule de neige, et voilà. Et puis maintenant, c'est de plus en plus facile de signer des clients parce que on commence à avoir une certaine image sur le marché, parce que on a délivré pas mal chez pas mal de clients, et donc voilà, ça fait effet boule de neige. Mais au début, faut aller les chercher, les premiers clients. C'est compliqué. Est-ce que vous avez pivoté? Est-ce qu'il y a eu un moment où, justement, avec les conseils de Wilco, avec le board, le mentor que vous avez, vous vous êtes dit là, il faut faire un pivot? Alors, j'ai l'impression d'avoir pivoté 10 000 fois le discours commercial et la présentation commerciale. L'idée du produit tel qu'il est dans ma tête, il n'a pas changé depuis quasiment depuis 3 ans quasiment. Mais en fait, c'est pareil. Le produit a été pensé pour résoudre une problématique qui était la problématique des stocks. On sait qu'on a construit le produit pour résoudre cette problématique-là. Et dans ce produit, il y a plein de fonctionnalités différentes qui font qu'on adresse ce problème-là. La façon dont on le présente a fortement un impact sur ce que les gens en retiennent et sur comment c'est perçu par nos clients. Et ce discours-là
a subi de nombreuses itérations. Au début, je me rappelle, on était parti sur Cognitive Network, un truc qui parlait pas aux gens, tu vois, un truc assez obscur. Puis après, on a fait tiers de confiance, et puis maintenant, on est sur beaucoup plus sur un message de finalement, on apporte de la valeur pour une entreprise. Voilà. Donc, on a beaucoup évolué sur le discours. Par contre, le produit, il n'a pas changé d'un iota. Donc, on n'a pas changé le produit. Mais voilà, je pense que c'est des sujets c'est peut-être une expérience qui est spécifique ingénieur qui itère sur le. Voilà, on n'est pas parti nous d'une étude marketing, d'un concept, et puis après à savoir itérer sur le produit pour savoir comment on allait répondre à ce problème marketing. On a fait totalement l'inverse. On a pris un problème, on a mis une solution en face, et puis après on a itéré pas mal de fois pour savoir comment on allait construire le message qui allait marcher le mieux sur le marché. Mais voilà, c'est notre expérience. Donc je sais pas si on peut appeler ça un pivot, mais c'est ce qu'on a fait plusieurs fois. C'est très intéressant. J'avais jamais réfléchi à cette pas dualité, mais enfin cette différence de conception en effet entre partir du marché et dire bon, on va changer le produit pour adapter, et partir de ton produit en disant c'est le bon produit, faut juste trouver la bonne serrure dans laquelle ma clé dans quelle serrure elle rentre. Et alors, si on parle un petit peu, pas forcément de pivot, mais de changement, ça m'intéresse d'avoir le regard d'Oussama sur comment toi, JB, t'as changé depuis le début de cette aventure. Comment tu as évolué ta posture en tant que du mec de l'ingénieur qui vient présenter sa solution au début au leader d'entreprise. Tu l'as vu ce changement ? Alors, je pense l'avoir vu. Après, en détail, je dirais plutôt non, mais de l'extérieur et pendant les accompagnements, plutôt oui. Pour moi, la première chose, c'est le switch de devenir entrepreneur. Parce que, à mon avis, quand tu as débuté, tu n'avais pas forcément 10 ans d'entrepreneuriat derrière toi. Zéro. Donc, déjà ça, je pense que ça prend quand même pas mal de temps d'être capable d'être soi-même entrepreneur et de comprendre un peu quelles sont les règles du jeu, comment ça fonctionne. C'est pas du tout les mêmes mécaniques qu'un salarié. Rien que la charge mentale, par exemple, est complètement différente. Et ça, on l'a vu de fil en aiguille que tu as fait le switch de maintenant je suis entrepreneur sur tous les sens du terme, mouillé jusqu'au cou, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un apprentissage constant. Un apprentissage en termes de hard skills, en termes, il y a plein de trucs qu'on apprend. Ça va du très basique, faire des fiches de paye, au très compliqué, positionner sa startup, stratégie et tout. Et c'est aussi tout plein de soft skills, parce que c'est ça, entreprendre, c'est vivre les montagnes russes. Et au début, les tout petits soubresauts, on vit ça comme un truc, comme énorme. Hein. Je me rappelle les premiers calls clients. Tu prends un call client qui dit, t'as un client qui te dit, c'est bien, vous travaillez sur le bon sujet, il y a des vraies problématiques. Tu sors, t'es plus haut que tout, t'as l'impression que tu vas devenir millionnaire demain. Et puis après, t'as le call d'après, t'as le mec qui dit, non, j'ai rien compris à ce que vous faites, franchement, c'est pas mon sujet. Et du coup, là, t'es plus bactère. Et ça, tu le vis, alors que c'est rien du tout. Tu le vis intensément. Et tu crois que t'es sur Space Mountain, quoi. C'est ça. et puis au bout d'un moment, tu ressens moins ces soubresauts-là. Et puis, tu t'endurcis. Et ça, c'est sûr que c'est un apprentissage continu et c'est un apprentissage sur le terrain d'entrepreneur. C'est clair. J'aimerais poser une dernière question qui est et c'est pour vous deux d'ailleurs, parce que JB, je te l'ai déjà posé tout à l'heure, mais on va essayer de la poser différemment. Ok. Quel est le plus gros apprentissage que vous retenez de votre collaboration, de l'aventure Flowlity? Si ça vous apprend une chose. Alors moi je dirais que c'est que alors comment dire ça, en fait c'est jamais terminé. C'est jamais terminé. Pourquoi? Parce que on peut très bien avoir sortir d'un rendez-vous client et se dire c'est bon, c'est dans la poche, et en fait c'est pas terminé. On peut avoir un ressenti sur le fait que les choses se passent bien et que derrière il faut une persévérance parce qu'on se prend soit du temps, soit un refus dans la vue. Et je dirais une des grosses expériences de notre collaboration, c'est qu'on se rend compte que en fait la bataille est jamais terminée, quoi. C'est un travail en continu. Ouais, clairement, on est sur un secteur difficile qui prend du temps à se mettre en place. Et effectivement, c'est des cycles de vente longs, mais après c'est de l'implémentation qui est longue. S'installer sur le marché, ça prend du temps.
Et on peut pas arrêter de se battre en fait. Il faut toujours se battre. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La résilience, c'est la clé. C'est jamais terminé. Et je pense ça sera jamais terminé, j'espère, parce que ça voudra dire que la société continue et tu vois, elle grandit. Et c'est clair. C'est pas le succès n'arrive pas du jour au lendemain en fait. C'est vraiment graduel et c'est tous les jours pousser, tous les jours s'améliorer, tous les jours se remettre en cause. C'est ça. Ou en tout cas sur notre expérience à nous, c'est ça. Peut-être que sur d'autres business, c'est différent, mais sur le nôtre, c'est ça. Je crois qu'il y a un petit truc universel quand même derrière. Ça reboucle bien avec ce que tu disais au tout début. Ouais. Donc c'est une belle façon de boucler la boucle, qui est que en fait entreprendre, c'est peut-être une somme de plein de petits déclics, qui soient des victoires ou parfois des claques. Et je pense que ça m'a inspiré une dernière question. Désolée. Mais en fait, je trouve que c'est intéressant de se dire, est-ce que c'est une question qui n'était pas prévue, mais qui est assez liée. Est-ce que tu as des rituels pour célébrer justement ces petites victoires, pour se donner de la force à l'infini, en fait? Est-ce que tu as une morning routine? C'était pas ma question. Est-ce qu'on a des rituels pour célébrer? Oui. Alors on a avec l'équipe. On met en place des choses. Ce qui est, et c'est un peu, c'est ça qui est assez aussi difficile dans ce secteur-là, c'est que en fait, la vente prend tellement de temps, que des fois le succès, en fait le moment où on signe, où on conclut, en fait, c'est assez diffus. En fait, on a un premier go oral, mais après tu rentres dans les négociations commerciales, et puis après tu signes peut-être un contrat, mais après est-ce que ça aboutit à un PO et machin. Donc ça prend du temps et c'est assez diffus. Donc finalement, moi j'ai pas de moment sur un deal où je me dis je l'ai. Super. c'est graduel. C'est pas comme marquer un but, quoi. Non. Et du coup, on essaie vraiment de trouver un moment avec l'équipe, parce que on n'est pas tous aussi opérationnellement impliqués sur les deals, et donc voilà. Mais on essaie de trouver des moments. Avant le Covid, on se faisait un petit resto, quand on signait un gros truc ou qu'on mettait un truc live. Donc ça, c'est cool. On va le remettre en place maintenant que j'espère on en soit débarrassé et qu'on puisse tous retourner au resto tout le temps. Donc non, c'est assez important de célébrer les victoires. C'est important, et c'est important pour se redonner justement de l'énergie pour affronter le prochain cycle de vente qui va être compliqué. Génial. Et voilà, c'est ça, c'est clair. Merci beaucoup les guys. Merci.